Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ce soir, La Réunion des livres nous met à la page et c'est l'un de ses meilleurs valets, pour ne pas dire serviteurs, nous fait la lecture, c'est Cosman Réunionnais. Philippe Vallée, bonsoir. En tout cas, content de vous revoir. Madame, bonsoir. J'ai pas demandé à qui, j'ai pas demandé le nom. Bonsoir, je suis Claudine Serre. Voilà, donc je me disais bien qu'on se connaissait déjà. La question, c'est l'actualité actuellement des livres à La Réunion. Qu'est-ce qu'il faudra retenir, surtout pour ce début d'année? Alors, l'actualité, il y a deux actualités importantes pour la Réunion des livres en ce début d'année 2018. C'est d'une part le départ prochain de certains auteurs pour le Salon du Livre de Paris. Voilà, ça c'est la semaine prochaine, enfin dans 10 jours. Et puis l'actualité pour laquelle on est là ce soir, c'est la seconde édition de la Journée du Livre Pays, le 21 avril. Alors, seconde édition du livre Pays. La Journée du Livre Pays, seconde édition de la Journée du Livre Pays. Il y a eu une première édition l'an passé, qui avait eu lieu le 22 avril, puisqu'on fait ça la veille un samedi, et la veille de la Journée mondiale du livre. Donc la première édition l'an passé, le 22 avril, j'achète un livre pays. Donc la focalisation de l'ensemble des médias, de l'ensemble des libraires, de l'ensemble des éditeurs, de l'ensemble des auteurs, de l'ensemble des bibliothécaires, médiathécaires, sur la mise en avant de l'édition locale et au travers de l'édition locale, les auteurs locaux, pour leur donner une meilleure lisibilité, visibilité auprès du grand public. Ma question est directe. Quand on parle de livre pays, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? C'est la définition pour nous, elle a été compliquée à trouver, il y a eu débat, mais maintenant c'est clair dans la tête de tout le monde. C'est un livre qui est édité par un éditeur local, donc qui a pignon sur rue, qui paye ses impôts et son siège social est à La Réunion. Alors, Voilà. Avec des auteurs pays, bien sûr. Avec des auteurs pays. Écrits par des auteurs pays voilà. qui habitent à La Réunion. Voilà. Qui habitent à La Réunion. Et on sait que les éditeurs pays ont de plus en plus de mal à vivre, à tenir. Et... Tout à fait. Alors, j'ai pas dit imprimer forcément à La Réunion, puisqu'il y a des techniques d'impression et des techniques de reliure qui ne sont pas disponibles à La Réunion, donc ils sont obligés d'imprimer ailleurs. Mais au moins, ils sont éditeurs locaux, c'est-à-dire que leur siège social est à La Réunion. Voilà, on en connaît tous, c'est Orphis, c'est Océan, c'est Epsilon, c'est Poisson Rouge, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, si on doit parler du marché des livres pays, qu'est-ce qu'on peut en dire, Claudine Serre? Alors, le marché du livre pays, quand on a évolué depuis ces 15 dernières années, en fait, l'édition réunionnaise s'est développée très fortement, notamment en livre jeunesse, et surtout en nombre de titres et en variété de livres, puisque il fut un temps où on avait un certain type de livres, mais maintenant on a une variété de genres de livres. Alors, on en a amené juste quelques-uns là pour montrer la variété. On n'a pas pu tout amener, mais on a du beau livre d'art, du livre histoire. On va essayer de montrer un petit peu la caméra, montrer votre caméra, votre caméra. Ça, c'est du policier. Non, votre caméra, vous, elle est de ce côté-là. Du polar. Voilà. Du policier. Ça, c'est plutôt de l'anticipation. Ouais. Voilà. Et puis là, on est encore sur un ouvrage d'anticipation. Anticipation fantastique, ça c'est notamment une petite maison d'édition qui s'appelle La Plume et le Parchemin, qui est la seule maison d'édition fantastique d'anticipation dans les DOM. Donc, et qui est à La Réunion. Qui est très jeune, 4 ans, je crois, 3-4 ans. Ouais. Et ça, c'est une grande nouveauté quand même à La Réunion pour ce genre. Du beau livre. Une distribution nationale. Voilà, avec une distribution nationale. La Plume et le Parchemin est distribué par Hachette. Et numérique. Voilà. Et numérique. Voilà. Donc c'est important. Édition d'art, là sur Volard, des éditions 4 épices, écrit par Fabienne Jonquin et Bernard Leveneur. Et de l'histoire, une anthologie littéraire de l'histoire de la piraterie, 2 siècles de piraterie racontés dans l'océan Indien. Et il y a du roman, bien sûr. Enfin voilà, le genre a explosé. Il y a beaucoup de livres guides aussi sur les randonnées, sur la nature, sur la cuisine. Enfin, la variété de titres
est énorme pour pouvoir s'attribuer la culture réunionnaise. Donc, c'est ce qu'on veut montrer au travers de cette opération, c'est que l'édition réunionnaise a une richesse à partager que les gens ne connaissent pas forcément, parce que il y a peut-être encore de la timidité à se dire, le rayon local, on connaît, il n'y aura pas grand-chose, alors qu'il a vraiment évolué. Il faut aller au rayon local et découvrir toute cette variété, parce que c'est de beaux livres et de bons auteurs et une richesse incroyable. On œuvre dans le même sens. Tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Daniel Lorette, et notre objectif est commun. Nous, c'est aussi d'amener les lecteurs dans les bibliothèques. Parce qu'il n'y a pas que dans les librairies qu'il y a ce qu'on appelle le fonds local, c'est-à-dire les éditions locales. Mais elles sont achetées aussi par les institutionnels, que ce soit les bibliothèques, les médiathèques ou des centres de documentation. Donc c'est d'amener aussi les gens, si le livre est cher, ça a un coût. Mais dans les médiathèques ou dans les bibliothèques, c'est gratuit. L'accessibilité est gratuite. Donc de montrer aussi, c'est pour ça que cette action est intéressante pour une association interprofessionnelle telle que la Réunion des livres, c'est qu'elle met en coordination l'ensemble du réseau. Les auteurs, les éditeurs locaux, les bibliothèques, les médiathèques et les libraires. Voilà, tout le monde est dans l'interprofession est maillé dans cette opération. J'achète un livre au pays. Alors avec une communication commune, puisque la Réunion des livres produit un kit, fournit un kit qui va aller aux libraires et aux libraires, c'est très fort, aux libraires et aux bibliothèques. Ils auront tous donc une grande banderole avec le visuel là, qui a été fait par Fabrice Urbatro. Ce côté-ci. De ce côté-ci. Voilà, Fabrice Urbatro, donc illustrateur pays. Donc ce visuel est décliné en une grande banderole, en marque-page qui va être donné au public, en badge que je vous offre. C'est gentil. Je crois que je vais avoir celui de l'année dernière. Voilà. Dans la voiture. Voilà, ça va être coté. Ça commence à être collecté. Des petits stop rayons aussi. Voilà. Des affiches. Et voilà, c'est un visuel qui va être repris et, pour tout le monde en communication. Il y a aussi une page Facebook qui est J'achète un livre pays. Où on a déjà plus de près de 2500 fans, où on communique et sur les nouveautés, sur les événements du livre pays, mais dès maintenant, en fait. On incite aussi la population à partager ses lectures en montrant son livre, en faisant un self-livre avec son livre préféré, et pour le partager, en fait. C'est vraiment pour demander à tout le monde d'encourager à la lecture, quel que soit le livre, que ce soit de la cuisine, de la jeunesse, de la poésie aussi. On a aussi beaucoup de poètes à La Réunion, puisqu'on est quand même l'île aux poètes. Le conte de l'île est en l'air en ce moment. Oui, on fête cette année le bicentenaire de sa naissance, donc, voilà. À La Réunion. Pour revenir quand on parle du livre pays, est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les livres, tout ce qui concerne les enfants, les contes, on essaye vraiment, en termes d'éducation, d'apprentissage d'histoire, du patrimoine, il y a un foisonnement en tout cas. On voit qu'il y a de la création, il y a des auteurs. Mais c'est à ce niveau-là parce que ça se vend et on sait que les parents achètent pour les enfants. Parce que ça se manifeste souvent, on le voit, aujourd'hui les crèches, on voit les écoles maternelles, sollicitent les conteurs, sollicitent... Est-ce que ça veut dire que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut se battre pour que l'enfant s'intéresse dès son plus jeune âge aux livres, ou vous pensez qu'aujourd'hui il y a un public qui s'intéresse à ce qui s'écrit à La Réunion? Il y a toutes sortes de publics. Bien sûr, il faut se battre pour les jeunes, dans les crèches, dans les écoles primaires, etc. Et nous-mêmes, Réunion des livres, on monte des actions dans ce sens-là. Il y en a une qui s'appelle Un auteur à la bibliothèque, où on emmène des auteurs dans des classes et ensuite à la bibliothèque du quartier pour rencontrer ces auteurs.
y lire leurs œuvres, bien sûr, mais il y a aussi s'occuper des ados, des collégiens, des lycéens. La même opération, un auteur à la bibliothèque existe pour le lycée, donc un certain nombre de nos auteurs, que ce soit Isabelle Kichenin, Emmanuel Genvrin, Monique Séverin, vont dans les lycées pour rencontrer des lycéens et parler de leurs textes, mais on s'occupe aussi des adultes avec le Grand Prix du roman métis, par exemple, et il y a aussi les lycéens avec le Grand Prix du roman métis des lycéens. Il faut s'occuper de tous les publics, jusqu'aux seniors et ultra-seniors. Pour l'instant, on n'a pas été encore d'action dans les maisons de retraite, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est notre rôle. Si je peux me permettre, je suis en train de demander en ce moment aux librairies leur top 10 des ventes de l'année dernière, ce qu'on avait fait l'année précédente. Dans le top 10, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de livres sur la nature. La nature passionne les Réunionnais. Donc le guide naturaliste, la faune et la flore de la Réunion, tout ça, ce sont des livres, et sur les plantes médicinales, tout ça, ce sont des sujets qui passionnent les Réunionnais. Et ils ont besoin de livres pour nourrir cette passion. Donc ça se retrouve dans tous les top 10 de l'année dernière. L'histoire et certains titres de la jeunesse. Donc ça donne déjà un petit panorama de ce qui passionne les Réunionnais en termes de livres. Oui, mais on constate une réappropriation du patrimoine. Oui, Complètement. complètement. C'est génial. Le Réunionnais est de plus en plus enclin à connaître son histoire, à connaître ses origines, à connaître son patrimoine, et la lecture mais c'est pas le seul moyen de le connaître. Il y a la télévision, il y a d'autres supports, il y a Internet, etc. Mais le livre fait partie de ces supports, bien sûr. On a parlé de l'anniversaire, du 200e anniversaire donc de Le Comte de Lille. Cette année, c'est aussi le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Est-ce que l'histoire, le patrimoine, l'envie de connaître, je dirais, l'histoire de la Réunion, est-ce que ça aussi, c'est un support aujourd'hui utilisé par les auteurs, parce qu'il y a une envie d'aller dans le passé, chercher un petit peu ses racines, connaître un peu son histoire? Oui, indéniablement, il y a des romans qui puisent leurs sources dans l'histoire de la Réunion, mais moi je dis aussi quelquefois à nos auteurs, lorsque j'ai l'occasion d'en rencontrer ou de lire des manuscrits, qu'il faut aussi aller dans la création et dans la fiction pure. Et surtout d'essayer, même si c'est une histoire avec un fondement réunionnais, de toucher l'universel. C'est ça qui est important. C'est justement toucher l'universel. Moi, je reviens là-dessus. En fin d'année, il y a le prix Roman Métis. Oui. On voit les deux derniers ouvrages primés avaient toujours ce lien dans la quête de l'universel. Que tout le monde, de l'histoire, que vous soyez, je ne sais pas moi, belge, nord-américain ou asiatique, que vous puissiez vous reconnaître un petit peu dans cette histoire. C'est ça, moi, que j'appelle toucher l'universel, ou réunionnais, et que vous soyez, qu'il y ait quelque chose qui vous rapproche du texte, qui vous parle, voilà. Et c'est quelquefois ce qu'on a un peu de mal à trouver dans l'écriture pour l'instant de certains de nos auteurs. Je ne sais pas si vous avez considéré ce que je vais dire comme des livres, mais on voit les recettes, les livres de recettes à La Réunion flambent. Il y en a beaucoup de belles photos. On revisite le rougail saucisse, le rougail morue, on revisite le chop suey, le sauté de mine. Ça marche. Les gens achètent, en tout cas, surtout en période de fête, on se fait des cadeaux. Il y a c'est des incontournables en fait. La cuisine, le jardin, la maison, le beau livre de paysage. Bien sûr. Mais c'est plus les plantes médicinales. Enfin, justement, dans l'histoire, c'est toujours un peu une histoire de jardin, de nature. La nature réunionnaise et la cuisine portent. Ça se décline en livres de manière incroyable. Quand Philippe Vallée parle de l'universel, aller chercher ce que grand-mère faisait pour un mal au ventre, ce que grand-mère faisait pour un mal de tête, ce qu'il faisait lorsqu'on avait tel ou tel problème. Et on n'arrête pas. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le livre, il est de ce côté-là, le livre est en bonne santé. Puisqu'on parle de cuisine et qu'on parle de tisane, le livre est en bonne santé. Mais le roman, l'anticipation, l'histoire, est-ce que
est-ce que ce public-là existe aussi pour bien sûr. voilà, pour l'anticipation, pour le... Alors oui, pour vraiment répondre concrètement, dans le top 10 se retrouve l'histoire de la Réunion et des Réunionnais, par exemple, donc qui est sorti cette année. Ça intéresse, ça a interpellé cette interprétation, donc tout le monde a voulu connaître ce livre. Il y a sur le roman le livre, le nouveau roman d'Isabelle Quichenin, enfin le premier roman d'Isabelle Quichenin, Gourmande, qui a très bien marché puisqu'il a été réimprimé. Alors en première année, pour un premier roman, c'est très rare. Donc ça c'est bien. L'anticipation, là, marche très très bien puisque Kim Mamiano, ce livre se retrouve dans le top 10 des ventes numériques nationales. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi un pas aussi sur conquérir un nouveau public, parce que là c'est un sujet qui n'est pas forcément ancré à La Réunion, c'est de l'anticipation. Enfin voilà. Donc il y a du potentiel. Il y a du potentiel de développement encore, certes. Il y a un lectorat. Le roman est plus difficile quand même à vendre, en tous les cas. Mais quand il est bien soutenu, ça peut, et bien écrit, ça peut aussi très très bien fonctionner. Et Valérie, vous voulez dire quoi? Oui, non, je dis, bon, en ce qui concerne le roman, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat, et puis il y a un niveau d'obsolescence beaucoup plus rapide, parce qu'un roman, s'il ne trouve pas son public très rapidement, il risque de finir au fond d'une étagère dans les librairies. Ce qui n'est pas le cas d'un livre de cuisine qui peut... on parle toujours du Ginette Mathiot, ou d'autres choses, ou de Laurence Pernoud, ça c'est toujours, vous voyez, ou Brigitte Grondin pour citer La Réunion. Voilà, mais bon, c'est des incontournables, ça. Le roman, c'est un peu plus délicat. Mais en même temps, il y a... Juste parenthèse, Le Chasseur de Noir de Daniel Waxeler est toujours dans le top 10. Bien sûr, Chasseur de Noir, oui, mais on est à la limite du roman, de l'histoire, on est en plein dedans. Il est clair que l'histoire de Mussard, le tueur de Noirs, intéresse toujours. On le voit dans chaque exposition concernant l'esclavage, quand on parle de Maloya. Et c'est clair qu'il y a cette quête de l'histoire, aussi de la vérité. Parce que même si c'est un roman de Waxeler, derrière, il y a un fond de vérité. Et on ne cesse de transmettre, de chercher les détails, les moindres détails de cette histoire. Ça montre bien qu'il y a une vérité. Mais entre l'histoire, la réalité et la vérité... il y a la part du romancier. C'est ce que j'allais dire. Il y a la fiction, et c'est tout le talent d'un romancier de vous faire passer un certain nombre de messages ou de données historiques, mais en romançant, et puis en vous certainement en plus en vous captivant, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est moins aride qu'un vulgaire traité d'histoire, quoi. Le Réunionnais commence à avoir envie de connaître ses héros. Je dirais que ce soit Zélindor, que ce soit Simandef, que ce soit le comte de Lille, la Caussade également, le premier poète mulâtre de La Réunion, que ce soit, j'allais dire, d'autres qui ont porté. Élie, qui a amené la révolte du 5 novembre 1811. Tous ces personnages-là, aujourd'hui, sont aussi des personnages deviennent des personnages de roman. Bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il y a encore un joli potentiel d'écriture, parce qu'il y a des personnages que vous venez de citer qui ne sont encore pas apparus dans des romans. Donc il y a encore du potentiel, il y a encore de la marge. On le verra au moment du 31 octobre, Grand Mercal. Et autre chose encore, puisqu'on parle de phénomènes, quand on parle de Citaran, pour ceux qui vont voir sa tombe à Ravine-Blanche-Saint-Pierre, il y aura toujours un verre de rhum, il y a toujours une lampe allumée, une bougie, il y a un culte. Il faut lire Le Train de nuit de Jean-François Samelong, où il parle de la fin de Citaran et de l'épopée romanesque de Citaran. C'est vrai que Citaran, c'était un personnage extrêmement romanesque. Tout à fait. Retrouvé en roman, en Grand Mercal, on est plus là, on est plus dans le conte, dans la légende, dans la mythologie, etc. La légende du Papang, mais ça on le retrouve aussi dans un autre texte de Jean-François. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais quelque part, finalement, est-ce que l'histoire qui finalement commence à
a émergé un petit peu. Est-ce que c'est ça aussi, un fonds de commerce que les auteurs vont pouvoir Oui, utiliser? oui, enfin, il y a un peu toutes sortes d'histoires, je fonds de dirais. commerce, Enfin, moi je dirais pas fonds de commerce parce que c'est un côté un peu trivial. Je inspire. dirais plutôt une base de la matière, quoi, c'est une source d'inspiration. un terreau Et pour plein écrire de d'autres niveaux, parce que choses. ça peut être Bien sûr. au niveau Bien sûr. du temps longtemps, justement, ou du temps récent des années 70 à La Réunion. Ouais. 70, 90, comme le roman de Gourmande d'Isabelle Kishna, ou une BD qui est sortie aussi, Loli, qui parle de son enfant. L'auteur part de son enfance à La Réunion dans les années 70. Enfin voilà. Donc il y a plein de niveaux d'histoire, en fait, plein de Bien regards sûr. sur La Réunion. On est de ce qu'on fut. Donc, Juste un petit mot sur le livre qui parle du prince Vincent également, qui est également paru pour montrer que voilà, l'histoire sort, les gens ont envie de savoir, et on a l'impression, entre les contes, l'imaginaire, entre le passé, la réalité, la vérité, en tout cas, les auteurs ont de quoi s'inspirer pour... Oui, mais puis après, il y a Ils le reste peuvent du monde. Je veux dire aussi, ils peuvent décoller sur de la, complètement sur de la autre fiction chose, hein. pure, Ouais. sur de la fiction pure qui se passerait, je ne sais pas, moi, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas... il y a C'est pas de fermé reste- en tout cas. Ah bah, Un il faut auteur surtout breton pas que ça ne soit va fermé. pas écrire que sur la Ah, Bretagne. mais bien sûr que non. Tout à fait. Bien sûr que D'accord. non. Donc les Voilà. auteurs réunionnais Mais- sont libres aussi Voilà. de... Mais le volcan peut être, d'écrire, peut-être un point de départ. Ça peut, ça Oui. peut. Mais c'est pas Mais une ça peut obligation être non aussi le plus. Machu Picchu. Oui. D'ailleurs, Voilà. oui, c'est ça. Oui, mais non. C'est Pierre-Louis Rivière qui a écrit Todo Mundo, Voilà. qui est une Voilà. grande à fait. balade. Voilà, qui est autour c'est- du monde. Voilà, tout à donc fait. ça donne... c'est vraiment... Très éclectique, on va dire. c'est- Très, voilà. très hétérogène, fait. très diversifié. Exactement. Ouais. Et pour les livres pays, on va retrouver ça, je dirais, le 21 avril. On retrouvera La Réunion quelque part, que ce soit dans l'imaginaire, Ouais. que ce soit dans son histoire, que ce soit Tout. dans les contes. Après, Oui, si parce vous voulez, que- la réunion des livres, on est le catalyseur de cette opération. Bon, c'est un des membres du conseil d'administration qui a eu cette idée-là, d'une idée qui venait du Canada. Donc, on l'a transposée à la Réunion. Donc, nous, on est l'organisateur, on centralise, et puis on finance. Mais après, chaque entité, que ce soit les librairies, que ce soit les maisons d'édition ou les bibliothèques, ou les auteurs, qui peuvent aussi se prendre en charge, vont proposer des animations, des ateliers, je ne sais, une exposition, enfin, tout est possible. Tout est possible. Là, je sais que la BDR va être très impliquée, la Bibliothèque départementale de la Réunion va être très impliquée cette année avec le Conseil général, comme la région, hein, puisque... Ça, j'en profite, cette opération ne serait pas possible sans l'aide de l'État, donc de la Direction des Affaires culturelles océan Indien, de la région et du département, hein, puisque ça a un coût. Le kit, c'est pas cadeau. Et puis, il y aura beaucoup de communication donc autour de ça. Et donc, mais après, les gens s'en emparent. Sur le Facebook, on demande aux gens de se faire un cesse-livre, c'est une façon pour le grand public de s'emparer de la chose. D'accord. Les libraires, ça leur est peut-être un peu plus facile parce qu'ils n'ont pas attendu la réunion des livres pour promouvoir le livre pays. Ils font des séances de dédicaces quasiment toutes les semaines maintenant, que ce soit chez Gérard Autrement. Les bibliothèques, les médiathèques, nous ont pas attendu non plus. Mais c'est une façon aussi pour nous... Alors, je dis pas qu'il faut, le 21 avril au soir, s'arrêter d'acheter du livre pays ou de lire du livre pays et d'en lire que ce jour-là. Non, c'est focaliser. Focaliser l'attention des médias, focaliser l'attention du public en disant, voilà, ce jour-là, un peu plus que d'habitude. Et on l'a vu l'année dernière, ça a été beaucoup plus que d'habitude, en termes de fréquentation de bibliothèque, en termes d'achat en librairie. Mais on peut commencer bien avant, au contraire, et continuer tout au long de l'année. Voilà. D'accord. Pauline, c'est un dernier mot, le mot de la fin, puis avant qu'on conclue, ce 21 avril, il faut en tout cas acheter un livre pays. Voilà, acheter, s'intéresser, Acheter, aller en lire. bibliothèque, lire du livre pays. En fait, Ouais. c'est ça, c'est la fête du Promouvoir. livre. C'est vraiment la fête du livre pays. On invite tout le monde à y D'accord. participer. En fait. En tout cas, merci Claude Merci à Serre, vous. merci Philippe Vallée donc de la Réunion des livres. Donc n'oubliez pas la date du 21 avril, j'achète un livre pays. On va rester avec moi pour tourner la page. Nous avons une page Océan Indien. La semaine dernière, la COI, la Commission de l'Océan Indien et la Banque mondiale ont organisé
une conférence sur l'économie bleue, c'est-à-dire comment utiliser et valoriser les richesses de la mer tout en préservant l'environnement. Nous avons demandé au vice-président des Seychelles, Vincent Mériton, comment cette économie bleue peut mieux profiter aux pays de la zone, et ce, dans le cadre d'un co-développement, étant donné que c'est la mise en place donc, de ce véritable co-développement peut dépendre justement le développement de l'économie bleue. Depuis 2 ou 3 ans, on parle de co-développement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'océan Indien, que ce soit les pays de la COI ou les autres, et également avec les autres pays de la zone, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de discuter d'un co-développement en matière d'économie bleue pour essayer de trouver, je dirais, de partager les richesses, pour mettre ensemble, pour mutualiser les moyens, les intelligences aussi, l'ingénierie? Comment peut-on faire aujourd'hui pour que la zone océan Indien puisse travailler ensemble pour le développement, le co-développement de l'économie bleue? Tout à fait, c'est bien possible. Déjà avec l'île Maurice, par exemple, nous partageons beaucoup d'informations, nous avons d'échanges, de délégations et d'expériences dans le domaine, dans tous les domaines, je peux vous dire, et plus spécifiquement le domaine de l'économie bleue. Nous avons déjà la seule collaboration, le seul agrément dans le système de l'ONU, la GMA, l'agrément qui couvre la gestion de 400 000 km² entre Seychelles et Maurice. Ça, c'est un exemple concret. Quand nous allons découvrir les minéraux, ce que vous voulez, il y aura un encadrement qui va contrôler comment gérer, comment partager les richesses, les ressources pour le bénéfice de nos populations. Le co-développement dans le cadre de l'océan Indien intéresse aussi les Comores. Il ne faut toutefois pas brûler les étapes, explique Youssouf Ali du ministère de la Pêche des Comores. Si on parle de la pêche aux Comores, à quoi faut-il s'attendre? C'est quoi la pêche aux Comores aujourd'hui? La pêche aux Comores, c'est une pêche axée essentiellement sur le volet artisanal et qui s'est développée depuis les années 80 jusqu'à maintenant, mais maintenant il y a une nouvelle vision. On tend vers l'industrialisation parce qu'on veut faire en sorte que la pêche puisse contribuer au développement économique du pays. L'économie bleue est une chose. On voit qu'aujourd'hui le tourisme se développe aux Comores et que la pêche est un élément de ce développement. Comment faire en sorte que la pêche aide au développement touristique? En fait, quand on va parler de l'économie bleue en général, parce que vous avez parlé du tourisme et de la pêche, mais le concept d'économie bleue intègre toutes les activités à vocation maritime, dont la pêche et le tourisme. Donc l'équation actuellement, c'est de faire en sorte que toutes les activités à vocation maritime puissent être développées sans porter atteinte à l'environnement. Donc voilà le concept. Il faudra faire en sorte qu'au niveau national, tous les secteurs concernés liés à la mer puissent travailler ensemble pour arrêter une stratégie intégrée qui permettra de faire en sorte que ces activités-là contribuent au développement économique du pays sans porter atteinte à l'environnement. Qu'est-ce que les Comores espèrent de ce genre de conférence et plus concrètement, quels sont les projets que vous souhaitez porter et faire financer par la Banque mondiale? Participer à ce genre d'événement, c'est très important pour nous les Comores parce que ça nous permet de voir tout ce qui se passe au niveau des autres pays et de voir comment on peut dupliquer cela aux Comores. Donc à travers les échanges que nous avons eus ici, on a pris connaissance des différentes stratégies mises en place par les différents pays, notamment les pays de l'océan Indien. Et il reviendra à notre pays de traduire les orientations données par ces pays-là en une stratégie nationale qui, après avoir établi cette stratégie, on fera appel aux différents partenaires, notamment la Banque mondiale et les autres, pour nous accompagner dans le financement et la mise en œuvre. Vous avez un point fort, c'est que
Vous avez du poisson, en tout cas dans l'archipel des Comores, le poisson est là. La question, c'est quels moyens pour aller les chercher et pour pouvoir les transformer et en faire un produit à valeur ajoutée. Effectivement, au niveau de notre pays, les ressources sont là, mais il y a lieu de mettre en place les moyens qui vont permettre de valoriser ces ressources-là. Donc, c'est une démarche qui doit être mise en place à la fois par le gouvernement, mais en partenariat avec le secteur privé. Parce que le gouvernement, c'est un régulateur, il va réguler, mais le secteur privé doit prendre le relais. Donc, ce que nous comptons faire maintenant, c'est d'améliorer la gouvernance sectorielle, mettre en place les outils, collaborer avec les institutions financières et accompagner le secteur privé pour qu'il puisse jouer son rôle dans le développement du secteur et contribuer au développement économique de notre pays. Restons dans la rubrique économique. Selon plusieurs chefs d'entreprise, les banques ne soutiennent pas les entreprises. En tout cas, c'est le sujet de Gadian Réunionnais. Jonathan Saminadin est chef d'entreprise. C'est lui qu'on reçoit ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand on dit que les banques réunionnaises ne soutiennent pas les entreprises réunionnaises, pourquoi ? Aujourd'hui, les chefs d'entreprise font appel à leurs banques. C'est des partenaires financiers. On fait appel à eux pour pouvoir investir dans différents types de domaines, quelle que soit l'activité. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises ont beaucoup de projets, mais n'arrivent pas à mener à terme puisque le partenaire financier, qui sont les banques, ne les suit pas. On constate qu'il y a beaucoup de beaux projets, avec surtout derrière la création d'emplois, parce qu'on nous martèle souvent le taux de chômage qui est énorme à La Réunion. On nous martèle qu'il faut les entreprises embauchent, on veut bien le faire, mais derrière ça, si on n'a pas le partenaire financier qui nous aide derrière à aboutir sur nos projets, on ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, les banques ont les moyens de nous aider à travers les systèmes que l'État a mis en place. Il y a beaucoup de systèmes. Quels sont les systèmes actuellement en place? Avant, on parlait de ZEO, aujourd'hui, on parle de BPI. Le ZEO a été absorbé par la BPI. Alors, banque privée d'investissement. Voilà. Banque publique d'investissement. Banque publique d'investissement. Aujourd'hui, le but de la BPI, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises à travers des banques, c'est-à-dire qu'ils peuvent garantir les demandes d'investissement. Je crois que le montant était de 50 millions. Voilà, 50 millions, il y a un budget de 50 millions. Selon les projets, peut suivre de 50% à 70% du projet. Donc souvent, les banques font appel à la BPI pour pouvoir supporter cette charge de garantie. Ensuite, on nous demande souvent entre 10 à 20% d'apport selon les projets. Donc aujourd'hui, j'estime que les banques prennent très peu de risques. Ils ont 10 à 20% de risques. Mais même ça, ils veulent pas les prendre, quoi. Alors là, on est sur un secteur d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une entreprise veut acquérir des outils de production, veut acquérir des structures justement pour ces outils de production, à ce niveau-là, en tout cas, vous n'avez pas l'aval des banques. Non. Aujourd'hui, on rencontre une grande difficulté. J'ai l'impression qu'il faut qu'on fournisse des garanties à 100% pour pouvoir obtenir le financement qu'on a besoin. Mais j'arrive pas à comprendre parce que si on veut développer les petites et moyennes entreprises, on a besoin des banques. Sans les banques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se développer. On a besoin impérativement de leur soutien et de leur accompagnement. Et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que les banques soient moins frileuses, qu'elles osent un peu plus à aller vers les chefs d'entreprise, vers les projets? Est-ce qu'ils regardent vraiment les projets? Aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, quel est le rôle de la banque pour les entreprises? Quel est leur rôle? Parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On a quand même pas mal de projets. Les petits chefs d'entreprise ont pas mal de projets à mettre sur la table. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est face à un conseiller ou une conseillère en face qui prend notre dossier, qui l'étudie et souvent l'envoie vers une commission. La commission, forcément, c'est des gens qui ne connaissent pas. Ils font parler des chiffres, font entrer des chiffres dans des tableaux et malheureusement, c'est à travers ces chiffres qu'ils vont estimer si le projet est viable ou non. Mais je dirais, au-delà de ça, il y a un chef d'entreprise, il y a une gestion d'une entreprise qui est quand même très importante. Il n'y a pas que les chiffres. À La Réunion, surtout, on est de proximité. On n'a pas beaucoup d'ouverture, donc tout le monde se connaît. Les banques doivent connaître son client. J'estime que la banque doit suivre un client s'il estime que c'est solvable, mais pas une personne qui ne connaît pas l'entreprise et qui va faire parler que les chiffres.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont les moyens intellectuels et la capacité intellectuelle pour pouvoir lancer beaucoup de projets. Mais malheureusement, financièrement, ils n'ont pas forcément les moyens. Quelles sont les cautions demandées? C'est-à-dire qu'il faut un apport de combien pour avoir un espoir ou une chance qu'une banque apporte le complément ou apporte la part demandée? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on nous demande souvent 20%. On est passé de 10 à 20%. Selon les demandes, et surtout on nous fait signer des cautions solidaires, des engagements. On est sur des sociétés. Aujourd'hui, on engage les chefs d'entreprise à titre personnel pour la société. Je trouve déjà ça inadmissible. J'ai un cas concret. J'ai un collègue à moi qui mène un dossier depuis 2 ans sur un beau projet innovant. Il a sollicité les fonds FEDER. Il a obtenu sur 1,3 million, il a obtenu 300 000 euros 300 et quelques mille euros du fonds FEDER. La banque lui dit, il faut que tu mettes à peu près 300 000 euros sur la table pour pouvoir obtenir le crédit restant, c'est-à-dire à peu près 700 000 euros. Le petit chef d'entreprise, il se débrouille, il serre la ceinture, il met 300 000 euros sur la table. Donc, il reste à peu près 700 000 euros à financer. La banque, à un moment donné, lui dit, bon, je te finance à hauteur à peu près de 300 000 euros, va chercher une autre banque pour compléter le reste. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a les bras cassés, il se dit que je me suis battu pendant 2 ans. J'ai monté un beau projet, j'ai pris des bureaux d'études, j'ai travaillé sur le dossier. Et il se dit aujourd'hui délaissé, quoi. Les banques ne le suivent pas, il ne comprend pas parce que derrière tout ça, il y a eu apparemment l'accord de la BPI pour une garantie. Il y a eu le fonds FEDER quand même qui a suivi à 300 000 euros. C'est pas négligeable quand même. Je veux dire, c'est une petite société décrocher 300 000 euros le fonds FEDER, il faut le faire. C'est des dossiers qui sont quand même complexes à monter. Et au-delà de ça, la banque lui dit ben non, on ne pourra pas suivre parce qu'ils estiment que le projet n'est pas viable. Alors moi-même qui ai vu le dossier, c'est un très beau projet avec des lettres d'intention, tout ce qu'il faut pour que ça aboutisse, quoi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la frilosité de la banque, le fait que la banque aujourd'hui est devenue vraiment peu audacieuse, peu intéressée? À la rigueur, on a plus l'impression que c'est plus un partenaire, c'est plus un adversaire. Exactement. On se dit qu'aujourd'hui, la banque n'est plus un partenaire. La banque freine à 2 pieds. Il freine à 2 pieds, ralentit l'économie. Pour moi, aujourd'hui, c'est la banque qui ralentit l'économie parce comme je disais, les entreprises ont encore beaucoup d'idées, beaucoup de matières grises. On a des jeunes chefs d'entreprise qui arrivent sur le marché qui sont très compétents, qui essaient de s'investir à bras-le-corps, mais on se rend compte que la banque jette les dossiers à tout va. Et on se demande aujourd'hui, quel est le rôle de la banque aujourd'hui? Comment doit-on se positionner? Comment la banque doit se positionner par rapport aux chefs d'entreprise? J'ai l'impression qu'ils ne jouent plus le rôle de banque, de financier. On constate qu'ils ouvrent les comptes, ils gèrent les comptes et c'est tout ce qui les intéresse. Maintenant, tout ce qui est parti financement, ils financent que les gros, que les gens qui ont le moyen, mais ils n'accompagnent pas les petits chefs d'entreprise. Et c'était le but de la création de la BPI en 2012. L'État avait mis ça en place justement pour pouvoir conforter les banques au niveau des investissements, mais je vois que les banques ne jouent pas le jeu. Parce qu'à chaque fois, on est toujours face au même problème, c'est l'apport personnel qui pose un problème. C'est vrai que si on avait de l'argent, on n'irait pas voir la banque non plus Justement. pour lui demander quoi que ce soit. Aujourd'hui, cet apport ne cesse d'augmenter. La banque a tendance apparemment à freiner de 2 pieds, c'est ce que vous avez dit. Alors, comment voir l'investissement aujourd'hui? Est-ce que les chefs d'entreprise ont une issue de secours, ont des soutiens à l'extérieur du circuit, économique habituel? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de trouver des moyens pour pouvoir monter ce dossier, pour trouver en dehors des banques? Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on constate de plus en plus que les chefs d'entreprise font appel à l'investissement extérieur. Je constate qu'il y en a qui vont sur Maurice ou sur la France pour pouvoir acquérir, on va dire, des sous. Mais je trouve que l'économie en elle-même doit être suffisante à La Réunion pour financer les chefs d'entreprise. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher du financement ailleurs pour pouvoir financer des beaux projets à La Réunion. Comme je disais tout à l'heure, il y a la création d'emplois qui est très important. Chef d'entreprise, on martèle tout le temps. Souvent, on entend que les gens vont vers les mairies pour chercher de l'emploi. Mais les emplois, c'est les chefs d'entreprise qui le créent. Et c'est très important parce que derrière chaque création de société, derrière chaque idée, on a la possibilité de créer beaucoup d'emplois. Est-ce que aujourd'hui, il y a quelques collectivités qui deviennent caution pour certains projets,
On le voit par exemple tout ce qui est immobilier, tout ce qui est donc construire des logements sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que les entreprises créent eux-mêmes leur propre organisme de financement pour pouvoir avoir de temps en temps l'argent dont ils ont besoin pour développer leur entreprise? Ce serait une idée, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on a des aides qui sont orientées vers certaines activités. Comme vous avez dit, vers l'immobilier, par exemple, qu'il y a eu beaucoup d'aides, beaucoup de lois qui sont passées pour pouvoir aider à la construction de logements sociaux. Il y a eu la loi Girardin et compagnie. Il y a la défiscalisation de 1986, Voilà. donc loi Girardin, effectivement. Voilà, la loi Girardin avec tout ce qui est la défiscalisation. On se rend compte qu'il a permis de créer beaucoup d'emplois. Parce que, comme l'on sait, un appartement vaut 4 emplois, 4 créations d'emplois. Donc, c'est vrai, ça a créé beaucoup d'emplois, mais vous avez vu par la suite que dès qu'il y a eu la rupture, jusqu'à aujourd'hui, ça peine, quoi. À partir de 2008, ça a commencé donc Voilà. à chuter. Voilà, on a eu une grosse crise 2008 où la loi a changé, a été modifiée, et on est tombé tout de suite dans la crise, quoi. Il y a eu donc 2008, il y a eu 2009 avec Ouais, bien sûr. je dirais la fin de la route des Tamarins, Des la fin des Tamarins, travaux ouais. de la route des Tamarins. Le BTP s'est retrouvé avec 3000 emplois d'un coup sur les bras. Ouais. Et bien sûr, tout le matériel acheté donc, pour ces projets-là. Comment aujourd'hui les chefs d'entreprise doivent travailler? Est-ce que c'est possible de se passer de la commande publique? Tout dépend du secteur d'activité. La commande publique est très importante. Aujourd'hui, on parle d'orientation publique-privée. Je pense aussi que c'est un moyen d'ouvrir quelques portes. Mais sans commande publique, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont plus cette visibilité qu'on avait auparavant, c'est-à-dire avoir une visibilité sur l'année, sur les 6 prochains mois. Aujourd'hui, on travaille quasiment mois pour mois. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carnet de commandes rempli forcément. Après, tout dépend du type d'activité, comment les chefs d'entreprise gèrent leur société. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont changé cette façon de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à embaucher. On fait beaucoup appel aux intérims, au CDD, mais beaucoup moins au CDI parce qu'on a moins de visibilité. Mais les petits chefs d'entreprise essaient toujours de garder l'emploi. C'est leur vocation première, c'est toujours de garder l'emploi. Ils ont des pères, des mères de famille derrière. Et on n'est pas des multinationaux, mais c'est vrai qu'on a ce côté relationnel où on essaie de garder l'emploi. Et on va aborder quelque chose de différent. On a parlé d'investissement et en matière de production, en matière de fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus... permettent aux entreprises d'avoir un peu d'oxygène quand il faut accorder un découvert, quand il faut payer des chèques alors que le compte est à découvert. Est-ce que dans ce fonctionnement, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises continuent, eux, également à restreindre leur soutien aux entreprises? Si, exactement. Parce que sur tout type d'intervention de banque telle que le découvert, on constate que les banques aujourd'hui orientent les sociétés vers l'affacturage. On va dire ce que c'est l'affacturage. Ouais. Déjà, d'une part, on va préciser que la banque paye les factures. Après, bien sûr, il prélève une partie. Quand la facture est payée, la banque prélève une partie dessus et garde bien. C'est toujours un petit peu, c'est comme s'il nous prêtait de l'argent pour pouvoir anticiper le paiement de la facture. Mais il faut rappeler que l'affacturage coûte très cher aux entreprises. C'est combien? Tout dépend du montant négocié selon les clients, parce que souvent on nous demande d'amener les dossiers et selon les clients qu'on met sur la table, si c'est des gros clients ou des petits clients, le taux va varier, quoi. Et c'est vrai que ça peut aller à 2 à 3% du bénéfice, quoi. C'est énorme. Et souvent les chefs d'entreprise n'ont pas cette conscience-là. Ils sont dans le besoin, ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sautent 2 pieds joints, ils vont vers l'affacturage, qui n'est pas forcément pour moi une bonne chose. Tous les banques aujourd'hui nous orientent vers ça, nous donnent plus vraiment de découvert, sauf si vraiment il faut avoir des comptes hyper bien gérés, et, drastiques on va dire. Et on se rend compte que les chefs d'entreprise aujourd'hui essaient de s'en sortir à travers l'affacturage, à travers les petits marchés qu'ils obtiennent. On a l'impression de ne pas vivre, mais de survivre. Et c'est un paradoxe. Martin Hirsch quand il était ministre, parlait de la double peine. Le petit chef d'entreprise, non seulement il ne gagne pas beaucoup, mais il doit payer plus pour pouvoir travailler. Mais bien sûr, parce que pour rester au niveau bancaire, souvent c'est les petits chefs d'entreprise
qui payent beaucoup plus de frais bancaires que les gros, quoi. Pourquoi? Parce que souvent on fait appel aux découverts, on fait appel aux lignes d'escompte et compagnie, et tout ça nous coûte de l'argent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise ont changé leur façon de travailler. Ils essaient de travailler autrement, de faire moins appel à la banque, puisque automatiquement les banques ne suivent pas. Donc ils font de l'autofinancement, ils essaient de gérer, d'avoir peut-être moins de capital, mais de puiser dans le capital, qui n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on affaiblit la société. Puisqu'en face, on a les banques qui ferment les portes, tout simplement. Les banques ferment les portes et on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il arrive aux chefs d'entreprise d'essayer d'avoir recours à des emprunts, je dirais, qui sortent du cadre économique habituel, c'est-à-dire faire appel à des financeurs privés, faire appel à des groupes privés? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe? Moi, personnellement, je suis pas, on n'est pas trop dans ce registre-là, mais j'entends parler des investisseurs étrangers, justement. On entend parler beaucoup, de plus en plus. Des groupes qui sont prêts à investir, notamment de la métropole, hein, qui sont prêts à investir dans les entreprises rayonnaises par participation ou autre. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le bon moyen? Moi, aujourd'hui, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a un outil en face qui est un partenaire, qui est la banque. Pour moi, la banque doit jouer son rôle. Elle doit être là, accompagner les chefs d'entreprise. Au-delà de ça, je peux comprendre qu'il faut avoir une entreprise qui soit structurée, avec des beaux bilans, avec forcément des fois des contrats à l'appui, des marchés à l'appui, c'est tout à fait légitime. Mais qu'on arrive à réunir toutes ces conditions en ayant des beaux bilans, une bonne gestion, du boulot en face, et on nous ferme la porte. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir accès au financement? Est-ce que c'est pas orienté, on se dit des fois, est-ce que c'est pas orienté que pour les grosses entreprises, pour qu'ils puissent continuer à se développer, et on nous maintient la tête sous l'eau, on va dire? La question, toujours dans cette relation avec la banque, on le voit, les conseillers en clientèle disparaissent des guichets, des bureaux. Pour avoir un rendez-vous, c'est soit le matin, soit l'après-midi, ou tous les 3 ou 4 jours, parce qu'il y a de moins en moins de monde pour accueillir le client. Donc, on n'a plus de conseillers, je dirais, à la banque. Est-ce que ça a aujourd'hui un impact sur les chefs d'entreprise qui, avant, pouvaient venir à la banque comme ça et rencontrer son conseiller? Aujourd'hui, il n'y a plus de conseillers. D'une part, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de conseillers. Et finalement, le chef d'entreprise, il est de plus en plus isolé. C'est une grosse problématique. Aujourd'hui, on a beaucoup de conseillers que j'estime... Aujourd'hui, on a des conseillers particuliers et des conseillers pro. Aujourd'hui, on nous met des conseillers pour les entreprises qui ne sont pas forcément formés, qui ne sont pas forcément à l'écoute. C'est souvent des gens qui sont là à prendre des notes ou échangent de mails. Le problème qui se pose, c'est que souvent les entreprises ont besoin de leurs conseillers ou conseillères pour répondre à des problèmes dans l'urgence. On ne peut pas attendre un rendez-vous dans 3 semaines. Souvent, les banques nous disent « Je suis débordé, le conseiller, il faut le rendez-vous dans 3 semaines. » On a un problème à résoudre qui est urgent, qui doit être résolu dans les 48 heures. On ne peut pas attendre 3 semaines ou 2 semaines. Et c'est le cas de beaucoup de banques actuellement sur le marché. Quelles que soient les banques aujourd'hui, toutes les banques réagissent de la même façon. Et on n'arrive pas à comprendre cette façon de procéder, quoi. Alors, quelle relation il existe encore aujourd'hui entre la banque et l'entreprise, et entre l'entreprise et la banque? Est-ce qu'il y a encore vraiment une relation? Est-ce que c'est encore un partenaire, la banque, pour l'entreprise? À l'heure actuelle, je dirais que la banque ne joue plus son rôle de partenaire. Aujourd'hui, si on arrive à avoir un bon conseiller, on va dire, c'est lui qui va essayer de se démarquer, essayer de se bouger pour la société. Il aura un chef d'entreprise en face de lui, souvent qui est motivé, qui a envie d'avancer. C'est le conseiller ou la conseillère en face qui va jouer ce rôle-là, qui va essayer de se battre auprès de sa direction en disant voilà, j'ai une entreprise qui a besoin de tels outils, il faut essayer de l'accompagner. Mais la banque en elle-même ne joue plus ce rôle-là. J'ai l'impression qu'elle est en train de se dégager, se désengager, et ne veut plus s'investir dans les financements, dans l'apport, pour l'aide aux entreprises, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de passer un coup de fil à sa banque en disant j'ai besoin de telle somme d'argent, est-ce qu'on peut couvrir mon chèque? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de le faire?
C'est encore possible de le faire, oui, c'est encore possible de le faire, tout en se prenant à l'avance. Et surtout, comme je vous disais, ce qui est important, c'est avoir des bons conseillers en face. C'est eux qui vont jouer ce rôle-là. Mais la banque en elle-même, si on n'arrive pas à anticiper, c'est pas elle qui va jouer le jeu, tout simplement. La banque aujourd'hui, vous n'avez pas de provision sur le compte, automatiquement, ça va être jeté, l'échec ou quoi que ce soit. Ce qui se passe pour beaucoup de petites entreprises aujourd'hui qui ont du mal, parce qu'ils essaient de gérer leur trésorerie tant bien que mal. On n'a pas l'accompagnement des banques, donc le peu de capital qu'ils ont, ils essaient d'investir à fonds propres, donc ça crée un déséquilibre. On sait que les grosses entreprises souvent ont accès à la commande publique, même si l'argent arrivera très tard dans l'année ou même l'année N suivant, l'année N plus 1, l'argent arrivera. Donc il est profitable pour la banque de suivre les grosses entreprises. Mais on le voit également sur un point, aujourd'hui, les petites entreprises, là, si elles veulent avoir un peu de sous, elles doivent s'orienter surtout vers le microcrédit. Exactement. Ils ont pas le choix. Ils font appel souvent à des microcrédits et qui sont de moins en moins accessibles, on va dire. Ils sont de moins en moins accessibles. On essaie de s'en sortir, les petites entreprises essaient de s'en sortir via du crédit, soit chez les fournisseurs. Ils essaient de négocier directement chez les fournisseurs les crédits au lieu d'avoir un soutien de la banque. Et on sait que le microcrédit, le taux est autour de 5-6%. Ouais, entre 5 à 7%. 5 et 7%. Ouais. Selon les banques, selon les moments. On avait des taux à 6 et quelques dernièrement, donc c'est extraordinaire. Et encore une fois, je reviens sur cette double peine, c'est-à-dire plus on a besoin d'argent, plus il faut s'endetter pour en avoir. Et souvent, le microcrédit, c'est des sommes dérisoires, c'est 10 000 euros. Oui. Pour maximum, c'est le plafond à ne pas dépasser lorsqu'on fait appel au microcrédit. Et là, est-ce que c'est suffisant, même pour un auto-entrepreneur, même pour une TPE, pour un artisan, est-ce que c'est suffisant lorsqu'on a besoin d'un outil de production, lorsqu'on a 1 ou 2 salariés? Je veux dire, plus on avance, plus on voit que les moyens pour les petits se restreignent et que pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de gérer au jour le jour. Exactement, vous avez résumé, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, plus on avance, j'ai l'impression on n'avance pas en recul. C'est-à-dire que je me pose la question si on est en train d'éliminer les petits chefs d'entreprise pour pouvoir laisser la place aux autres, puisque aujourd'hui on ne peut pas nous dire que on n'accompagne plus les petites entreprises, alors qu'en face il y a quand même un carnet de commandes, on a quand même des bons gestionnaires d'entreprise, des bons chefs d'entreprise. On ne peut pas accompagner tout le monde. C'est vrai que les banques nous disent qu'il faut gérer cas par cas. Je suis tout à fait d'accord. Sur 10 cas, vous pouvez me dire qu'il n'y a que 2 qui sont accompagnables et les autres non. Alors qu'en face, moi, je côtoie des gens qui travaillent correctement, qui essaient de gérer au mieux leur entreprise, mais qui sont en train de tirer dans le même sens en disant que tout le monde a le même discours. C'est-à-dire que la banque est en train de nous délaisser. La banque est en train de se désengager. J'entends, Saminada, vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce que, entre vous vous dites, est-ce qu'il y a des actions à mener? Qu'est-ce que vous pourriez faire, à la rigueur, pour justement sensibiliser l'opinion sur ce fait-là qu'aujourd'hui, vous êtes dans un partenariat qui ne vous permet plus d'avancer, qui ne vous aide plus? Est-ce que vous êtes prêt à une action? Est-ce que entre vous discutez? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que, au moins, influer sur la posture et le fonctionnement de la banque? Vous savez, on a fait beaucoup d'actions syndicales. À un moment donné, le secrétaire du SGAR en 2008-2010 nous disait... On va juste rappeler que c'est le secrétaire général de la préfecture. Voilà, nous disait souvent, vous êtes petits, réunissez-vous pour pouvoir avoir un peu plus de force. Souvent, c'était le cas, c'est-à-dire on essaie de répondre des marchés, je dirais pas en groupement, ça me plaît pas en groupement, mais prendre ce qu'on a besoin dans chaque secteur d'activité. Mais là aussi, on impose un GIE à chaque fois qu'il y a un gros marché pour pouvoir même pas répondre face aux puissants, aux puissantes entreprises, aux grosses entreprises. On demande toujours aux petits de se constituer en GIE, en groupement d'intérêt économique, pour pouvoir répondre. Et à chaque fois, lorsqu'une entreprise veut répondre à une commande publique, on lui demande toujours d'être à jour sur l'attestation fiscale et sociale. Sa situation fiscale et situation sociale également. Et souvent, comme il n'a pas les moyens d'être à jour, il est exclu de... Exactement. D'autant plus, et en plus, quand souvent on demande des groupements, c'est avoir aussi une capacité financière. Et au-delà de ça, quand on fait appel à la banque, c'est toujours la même chose. La banque ne suit pas forcément les entreprises, donc on se retrouve
au point zéro. C'est la même chose. On essaie d'avancer, mais on se retrouve au point zéro, quoi. La prise de risque aujourd'hui, en tout cas, elle est surtout du côté des chefs d'entreprise. Mais bien sûr, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la banque aujourd'hui a très peu de risques. Ils font appel à la BPI, ils nous demandent des apports qui sont considérables et la prise de risque, elle est minime. Ils ont en moyenne 10 à 20% de risque sur les dossiers. En plus, ils nous font signer des cautions solidaires, des engagements à titre personnel. Ça veut dire que vous êtes solidaire sur vos biens personnels. Personnel pour la société. Alors qu'il faut savoir que normalement, en tant que SARL, Société à responsabilité limitée, un chef d'entreprise n'est solidaire que sur le montant de son capital. Exactement, tout à fait. Donc normalement, là, il y a un détournement de la loi à ce niveau-là. Justement, ils nous font signer des papiers. Nous-mêmes, je regarde, je vous avoue que moi-même, j'ai signé des crédits dernièrement. Je regardais les documents qu'ils me faisaient signer. Je me demandais avec la conseillère, est-ce que c'est légal? Elle me dit, ben, vous n'êtes pas obligé de signer, hein, monsieur Saminada. C'est pas une obligation. Je dis, ben, si je ne signe pas, ben, vous n'aurez pas le crédit. Voilà, parce que on va finalement le cadre réglementaire de la société, c'est-à-dire société à responsabilité limitée, n'impose, bien sûr, en cas de banqueroute volontaire, la loi condamne la personne, je dirais celui qui est auteur de la banqueroute, condamne sur ses biens personnels. Mais là, en cas de gestion, on ne peut pas toucher en de bonne gestion, même s'il y a faillite, on ne peut pas toucher aux biens personnels des associés. Non. Mais à travers des textes de loi, à travers des documents, ils arrivent à contourner ça, quoi. C'est ça qui est lamentable et qui est alarmant, quoi. Les banques aujourd'hui ne veulent plus prendre aucun risque. Ils veulent plus, c'est fini. La porte est fermée, on nous dit, voilà, soit vous rentrez dans ces conditions, ou soit il n'y a rien, quoi. C'est un peu ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je martèle depuis tout à l'heure, c'est plus un partenaire, c'est fini. Ce mot partenaire, c'est rompu, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre en place, justement, pour retrouver un partenaire financier? Comment vous allez faire? Comment vous pouvez faire? Pourquoi pas faire appel aussi peut-être au préfet pour lui demander d'un moment donné de faire... Vous savez, on est des acteurs économiques, on crée de l'emploi, on a besoin de bouger, on a besoin d'avancer. Le but, c'est d'avancer. Comme je vous dis, on a des outils, en face, les banques ont des outils. Il faut qu'on s'en sert, mais à bon escient. C'est pas utiliser les outils juste pour les gens qu'on souhaite utiliser. Alors que, je répète, je martèle, la BPI, c'est pour le développement des petites et moyennes entreprises. C'est bien le but de la création de la BPI. Donc aujourd'hui, on doit s'appuyer énormément là-dessus. Et pourquoi pas se mettre autour d'une table et essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Mais le financier restera à la banque. C'est eux qui détiennent la clé. C'est pas à nous de proposer des solutions. C'est aux banques de trouver des solutions qui puissent nous accompagner. Donc la solution pour vous, c'est comme en parlent certains chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer, c'est que les chefs d'entreprise mettent la main à la poche, créent leur propre banque pour avoir une banque qui les accompagne. Pourquoi pas? Et vous pensez que les entreprises à La Réunion sont prêtes à s'investir dans une banque pour avoir une banque qui accompagne, qui les aide dans leurs projets? Tout est possible. Il faut savoir monter une structure qui tient la route et qui encourage les chefs d'entreprise à investir. C'est le but. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans cette mentalité-là, tout ce qui touche notre secteur d'activité. On n'est pas encore en phase avec ça. Mais pourquoi pas pour l'avenir? Si on a les moyens de le faire, qu'on puisse faire avancer des chefs d'entreprise, tout est bon à prendre. En tout cas, Jonathan Saminada, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci pour l'accueil. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez venu nous parler ce soir donc des banques qui ne sont plus solidaires, qui ne sont plus des partenaires, pour vous en tout cas, c'est ce que vous avez dit, ne sont plus vos partenaires financiers, qui vous aident aussi bien dans l'investissement que dans le fonctionnement, et que il faut que les chefs d'entreprise de La Réunion n'ont pas d'autre solution que d'essayer de trouver des idées ou des solutions pour pouvoir avoir cet argent nécessaire pour faire fonctionner une entreprise à La Réunion, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Voilà, exactement. Merci. Merci à vous. En tout cas, merci à vous. On suivra ce dossier puisqu'on rencontrera sans doute d'autres chefs d'entreprise. Et puis, si l'occasion nous est donnée, c'est d'avoir au moins un banquier sur ce plateau pour voir un petit peu quelle est la position de la banque sur cette problématique. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François et à Alain pour leur collaboration. Moi, je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne soirée. À bientôt.